carrosserie de l'écrivain. Ça fait quelque temps que j'avais envie de refaire une vidéo thématique sur une créature de l'imaginaire. Donc là, après avoir parlé des sorcières, des vampires, des zombies, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas les extraterrestres? Parce que c'est vrai que les extraterrestres, ils sont très présents, je pense, plus dans le cinéma et les séries télévisées. J'ai pas le souvenir d'en avoir lu dans des... j'ai pas le souvenir d'en avoir lu dans des nouvelles ou dans des contes ou dans des romans. Enfin, il y a rien qui me vient. J'avais envie de vous parler des extraterrestres parce que je trouve que c'est intéressant dans un univers en fait SF. Donc SF, c'est un univers où on peut être sur quelque chose de futuriste, on peut être sur quelque chose qui se passe aujourd'hui, on peut être dans du futur. En général, on est dans un univers dont ce qui va sortir de l'ordinaire va être expliqué de manière scientifique et la science a, de manière générale, un aspect important, un aspect explicatif des trucs bizarres qui arrivent, là où dans la fantasy, grossièrement, on serait sur c'est magique. Et là, c'est scientifique. Mais bon, c'est vraiment très grossier pour résumer tout ça. Et je trouve que le personnage de l'extraterrestre est intéressant parce que quelque part, je le trouve plus proche de nous qu'une fée ou qu'un vampire, etc. Parce que on sait peut-être aujourd'hui que les fées et les vampires ont peu de chances d'exister, mais peut-être que dans l'immensité de l'univers, il y a peut-être des extraterrestres quelque part, et qu'on ne le sait pas parce qu'on ne les a pas découverts, ou alors qu'ils savent très bien où on est, puis ils se sont dit non, non, mais ils sont trop cons, on va pas aller les voir. Euh, et je trouve qu'on peut être sur des choses où un contact en fait va provoquer de la peur, va provoquer de l'hostilité, de l'émerveillement peut-être, peut-être de la dangerosité. On peut être sur une espèce de colonisation de la Terre par exemple par des extraterrestres. On peut être sur une colonisation de leur planète par des humains. On peut être dans un univers où il y a plein d'extraterrestres différents ou alors il y en a juste un seul. Et je trouve que ça peut être très riche et ça peut donner des films ou des séries télé qui ont des tons très différents de choses qui sont assez enfantines comme E.T. à des choses où, planquez-vous, on est dans Alien. Et là, je vais vraiment parler des œuvres de manière générale parce que je veux parler de franchises par exemple comme Alien, mais je vais pas aller vraiment à fond les ballons à vous faire le résumé de chaque film. Mais je peux vous dire si ce sont que des films que j'ai et des séries télé que j'ai vues. J'ai peut-être pas vu toutes les séries télé en entier. Les visionnages, ça remonte pour certains à longtemps. Il y en a que j'ai envie de revoir, d'autres non. Et ben écoutez, c'est parti. Donc ça va être un joli petit catalogue et on va voir si ma mémoire flanche ou pas. Mais j'ai choisi en fait des œuvres qui m'ont marqué surtout. Et il y en a, je vais pas vous parler par exemple de Paul, un film qui était comique. Parce que bah, des fois le comique en fait j'y adhère pas et Paul j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment pas terrible. Mais donc c'est parti. On va commencer par E.T., tout simplement, grand classique du cinéma, qui a été réalisé par Steven Spielberg. Je me demandais si c'était le bon prénom. E.T., je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai dû le voir 2 fois, je pense. On est en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui a, je sais pas, 8 10 ans, qui va un jour découvrir une créature étrange dans son jardin. Et cette créature qui est extrêmement bizarrement foutue quand même, E.T., parce que sur un plan anatomique, je pense qu'ils avaient un peu fumé, mais parce qu'on dirait en fait un périscope sur un gros bidon d'amateurs de bière, avec pas de cou et pas de jambes à peu près. Donc E.T. E.T. est quand même assez rigolo. Mais c'est un film qui est vraiment ancien. Donc c'est un gamin qui découvre un extraterrestre dans son jardin. Je crois qu'il finit par le planquer plus ou moins dans sa chambre et ne pas en parler à sa maman tout de suite. Parce qu'il se doute bien que c'est un truc un peu flippant. Mais quelque part, l'extraterrestre qu'il a découvert n'a pas l'air du tout dangereux. Et je sais plus exactement si c'est un extraterrestre qui s'était échoué ou qui a été oublié sur la planète.
Je sais plus exactement. Sauf que bien entendu, au bout d'un moment, on a l'adulte qui va flipper parce que on va trouver E.T. qui est en train de bouffer des Smarties ou des M&M's dans le placard, qui essaye de communiquer, qui a compris que le téléphone servait à appeler à distance, à communiquer à distance avec des gens, et lui il veut rappeler son Uber en fait pour qu'il revienne le chercher. Et évidemment, je pense que la mère très flippée, et je pense que toutes les mamans feraient ça. Si vous deviez découvrir un extraterrestre dans votre placard, je pense que vous appelez les forces de l'ordre ou quelque chose comme ça. Parce que ça fait peur, que c'est pas normal. Donc je pense que c'est un truc qu'elle fait. Et E.T. va se retrouver en fait à devenir un espèce de rat de laboratoire, ce qui va avoir une incidence sur sa santé. Mais c'est une histoire qui finit bien. On est vraiment sur une histoire qui est tout public, que vous pouvez regarder tout à fait avec des enfants. Peut-être pas les tout petits parce que E.T. il peut être un peu flippant parce qu'il est quand même pas très joli. Après les effets spéciaux, ils ont quand même bien vieilli, mais c'est vraiment, on est sur l'émerveillement de l'enfance, on est sur l'espèce de naïveté de l'enfance qui découvre aussi un être en fait qui est totalement inconnu. Ils vont réussir à discuter ensemble, etc. On est sur des choses un peu de ce genre-là. C'est vraiment quelque chose de tout mignon, hein. C'est vraiment la découverte de l'autre, mais à qui on fait quelque part une place. Oui, c'est vraiment tout mignon. Je vais vous parler d'un film que je pense qu'il commençait bien, et je pense qu'au bout d'un moment, c'est largement parti en couille. C'est Independence Day. C'est un nanar des années 2000, je pense. Là, on a des extraterrestres qui sont hostiles, qui arrivent, et il me semble que que leurs vaisseaux, en fait, vont tous se stationner au-dessus de très grandes villes du monde. Je sais plus si c'est dans le monde entier ou si c'est à l'échelle des États-Unis, parce que c'est toujours aux États-Unis qu'il se passe des choses, hein, dans les films. Mais je crois que c'était à l'échelle du monde. Et donc là, on a quelque chose qui va être beaucoup plus autour de la bagarre, de la défense aérienne, de la défense de la terre, parce que les militaires en fait se disent oula, faut qu'on aille vérifier si c'est des gentils ou des méchants. Et je crois bien qu'il y avait aussi des personnes qui sont très contents que les extraterrestres arrivent et qui faisaient à moitié une fête pour les accueillir et qui vont se faire tous dézinguer par les extraterrestres. Euh, je sais plus exactement, ça remonte à longtemps et je sais pas si c'est un film que je vais regarder. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de fièvre ou avoir un peu picolé pour regarder ça. Mais euh, on est vraiment là sur quelque chose de menaçant. Enfin là, dézinguer des gens qui font la fête sous votre vaisseau, c'est hostile. Donc on est sur des créatures qui sont menaçantes, qui ne communiquent pas, mais qui ont montré donc qu'elles étaient hostiles. Donc évidemment, ce qu'il faut faire, c'est, enfin évidemment, peut-être pas, mais ce qu'il faut faire quelque part, c'est attaquer et protéger la population civile. Donc on part un petit peu sur ce genre de choses, mais je trouvais que c'était très caricatural au niveau euh, c'était un film qui était très caricatural sur les héros qui vont se sacrifier, parce que je crois bien qu'il y avait un vétéran de la guerre du Vietnam qui était un peu le gros cliché du vétéran alcoolique raté qui n'avait pas réussi à reprendre sa vie après le retour du Vietnam, qui finit par aller avec un avion exploser un vaisseau ou un truc comme ça. Je sais plus exactement comment ça se finit. C'était avec Will Smith et peut-être bien Tommy Lee Jones aussi. Ce qui est une super transition pour vous parler des Men in Black. Independence Day, je crois que c'était un one shot. E.T. aussi. Men in Black, je crois qu'on a 3 ou 4 films. Je pense que les 2 premiers sont plutôt cool. Après, ça se gâte un petit peu. Men in Black, je vais vous parler que du premier. On est vraiment sur un truc tout public. On a des extraterrestres qui vivent parmi nous depuis très longtemps et leur existence est cachée.
il y a toute une frange de la population qui est plutôt militaire, plutôt politique, qui connaît en fait l'existence des extraterrestres, donc il les traite en fait comme des voyageurs qui viennent, qui passent par chez nous et qui vont subir la douane, etc. Ça peut faire, ça va vous donner des vibes un peu de les douanes australiennes qui font la chasse aux personnes qui vont introduire de la bouffe, par exemple. Donc on est un petit peu là-dessus. Mais Men in Black, en fait, c'est une société secrète qui s'occupe, qui va être un petit peu diplomatique et qui s'occupe des liens entre les humains et les extraterrestres. Il y a plein de variétés d'extraterrestres différentes, ce qui est assez intéressant parce qu'on a des trucs qui sont assez improbables. Ils ont dû s'éclater à faire les costumes et les décors et la technologie. Et là, on a un extraterrestre hostile qui va s'écraser. Et ces extraterrestres-là, ils ont l'espèce de capacité de pouvoir endosser l'identité de personnes parce ils vont absorber ce qu'il y a dans le corps pour se servir en fait de l'enveloppe humaine comme d'un costume, mais en ayant accès au langage, aux souvenirs, à quelque chose. Sauf que ça en fait quelque chose qui fait très grave flipper parce que trop bizarre quoi. Et donc cet extraterrestre s'est croûté en pleine Cambrousse aux États-Unis. Il a endossé l'identité d'un fermier du fin fond des États-Unis. Et lui, ce qu'il veut, c'est repartir. Sauf que son vaisseau, il ne marche plus. Donc, il doit trouver en fait un moyen de repartir chez lui. Et je me souviens plus exactement de l'histoire de cet extraterrestre-là. Mais c'est une espèce qui est connue. C'est une espèce dont les gens qui s'en occupent en fait se méfient parce qu'ils sont dangereux tout simplement. Et le but, en fait, tout l'enjeu aussi, c'est de garder le secret de l'existence des extraterrestres. Sauf qu'il n'est pas discret du tout, cet extraterrestre-là. Et on a aussi le recrutement d'un gars qui était policier, il me semble, peut-être à New York ou un truc comme ça, donc Will Smith, qui va se mettre à courser, donc montrer des habiletés physiques sportives extraordinaires parce qu'il va courser un extraterrestre, un autre type d'extraterrestre qui a vraiment une réputation d'être un sacré coureur entre guillemets quoi. C'est et donc ce gars-là, il est recruté parce qu'il a des capacités physiques, parce qu'il ne réfléchit pas comme tout le monde. Et une fois qu'il découvre en fait tout ce monde-là, il fait oh, mais je veux trop bosser avec vous. Et il y a un côté on est vraiment sur de la comédie, on est sur de la comédie avec des extraterrestres, avec des sociétés secrètes, avec des armes bizarres et compagnie, avec des poulpes qui accouchent dans des voitures. Euh, c'est- donc franchement, c'est plutôt pour de la rigolade. Donc là, je vous ai juste parlé du premier Men in Black, il me semble qu'il y en a 3 voire 4. Je crois qu'il y en a 4. Je vais vous parler du Marvel Cinematic Universe, mais je vais vous parler très rapidement parce que c'est impossible de résumer, je sais plus à combien de films, combien de séries on est arrivé, mais je pense qu'on a dépassé les 20. Donc c'est juste pas possible. Le Marvel Cinematic Universe, ce sont des adaptations de comics qui ont tous été écrits par le même auteur, dont j'ai oublié le nom. C'est celui qui fait les petits caméos à chaque fois dans les bouquins, dans les films. Et on est dans un univers de super-héros, donc là, ça va être soit des super, entre guillemets, qui ont été améliorés physiquement de manière à être plus forts, plus rapides, plus intelligents, immortels, etc. Mais ce sont des humains. On a aussi on peut avoir des créatures comme des vampires, Mobius, si ça se prononce comme ça. On a un loup-garou aussi parce qu'on avait Werewolf by Night ou je sais pas quoi. Vous admirerez mon accent anglais évidemment. On avait sans doute des sorcières. On a des sorcières, on a des sorciers. On a le Docteur Strange par exemple qui est un humain mais qui a étudié des arts mystiques. Et on a toute une sacrée population d'extraterrestres. Donc ça peut être dans Les Gardiens de la Galaxie qui est une série de 3-4 films, il me semble, où on suit un enfant qui avait été enlevé par des extraterrestres alors qu'il avait 8 ans.
et qui a été récupéré en fait par des plus ou moins des pirates de l'espace. Bon, les Gardiens de la Galaxie, moi j'ai quand même une certaine affection pour cette série de films parce qu'ils sont tous crétins. Ils sont, ils sont tous plus cons les uns que les autres. Non, mais ils sont super drôles. On a un arbre, par exemple, qui est Groot, et Groot, son langage, c'est de dire tout le temps, je s'appelle Groot. Mais ça se dit en anglais, c'est I am Groot. C'est pas I is Groot, c'est I am. Dans le Marvel Cinematic Universe, un univers qui est extrêmement riche, mais on est vraiment sur euh, on est sur des films ou des séries télé qui sont plutôt tout public. Peut-être pas toutes, parce qu'on a le Punisher qui va entrer dedans, qui est très violent. On peut avoir des choses qui vont être plus sombres, parce que le Punisher, il va pas très bien dans sa tête, mais pas mieux que que Moon Knight, par exemple. Mais là, on est avec des humains. Bah d'ailleurs, en parlant de Moon Knight, il y a le dieu de la lune, il y a Khonshu qui est le dieu de la lune ou le dieu de la nuit égyptien. Donc il y a des dieux aussi. Et c'est pas que Thor. Thor qui vient de... Bah Thor c'est tout le panthéon nordique qui existe en vrai, mais ce sont différentes planètes. Et quelque part, enfin, réimaginer comme ça le panthéon nordique en respectant plus ou moins leur place, enfin plus ou moins, c'est une réinterprétation, hein, mais en extraterrestre, c'est plutôt intéressant. Et caler tout ça dans des films qui vont être coraux comme les Avengers par exemple, ou des films qui vont être centrés sur une équipe ou une famille, etc., je trouve que c'est méga intéressant. Mais bon, c'est beaucoup trop vaste pour pouvoir en parler de manière succincte, donc je vais passer à la suite. Donc la suite, c'est le cinquième élément de Luc Besson. C'est un film qui est ancien aussi. C'était avec Mila Jovovich et Bruce Willis. C'est un film qui remonte à quelques années. C'est un film de 1997. Je crois que c'est un scénario que Luc Besson a écrit quand il était adolescent. Je trouve qu'on est à fond dans un truc. Vraiment, on a la marque, en fait, l'espèce de naïveté et d'ouverture d'un ado qui... Je trouve qu'il y a une patte, justement, de jeunesse dans ce film-là et qui est quand même plutôt cool. Euh, on est dans une société futuriste, avec des voitures qui volent, des choses comme ça, où un jour, en fait, un taxi qui a une voiture qui vole va recevoir dans son taxi qui tombe, enfin, un personnage qui tombe d'un bâtiment qui atterrit dans son taxi qui s'appelle Lilou. Ce personnage-là est une extraterrestre. Il y en a beaucoup aussi. Il y a tout un sacré groupe d'extraterrestres différents. Là aussi, ils se sont amusés au niveau des costumes. Et Lilou, en fait, elle est recherchée parce que c'est une arme. C'est le cinquième élément. Il y avait une histoire de prophétie. Ça remonte à assez loin. Mais Lilou, c'est un personnage qui vient quasiment d'être né ou fabriqué. C'est un personnage qui a une prophétie qui est très lourde et c'est comme si c'était un bébé, mais dans le corps d'une fille d'une vingtaine d'années. Du coup, Lilou, c'est à la fois quelqu'un d'extrêmement puissant et quelqu'un de très vulnérable et qui doit être protégé. Et donc Corben Dallas, si je me trompe pas de prénom, va se charger en fait de la protéger. Et pour quelqu'un qui, je crois que c'était un ancien militaire ou quelque chose comme ça, il se rend compte en fait qu'il y a quelque chose chez cette fille. Il n'y a pas que le fait qu'elle est super forte et compagnie. C'est quelque chose de quasiment divin, quoi. C'est comme si il avait un ange qui était tombé dans son taxi. Et du coup, il va y avoir pas mal d'aventures. Après, c'est une comédie, ça reste assez marrant. Je l'ai pas revu récemment. Je pense que je le reverrai un de ces quatre parce que je le trouve assez cool à regarder. Et ouais, puis comme il y a vraiment, c'est un film de jeunesse, un scénario de jeunesse, ça se sent. Je vais vous parler d'un autre film que j'ai adoré et j'avais cru comprendre qu'il pouvait y avoir une suite. Ça s'appelle District 9. District 9, on va être sur
Je trouve très touchant ce film. C'est un film qui a été réalisé par un réalisateur sud-africain, il me semble. Et ça va parler quand même beaucoup d'apartheid. Mais l'apartheid ne se fait pas là, chez des personnes noires, mais chez des extraterrestres qui se sont échoués, entre guillemets, sur la planète, qui sont arrivés en fait, ce sont des réfugiés, ils crèvent la dalle. Et ils ont été parqués dans des zones dont ils ne peuvent pas sortir. Ils ont plein d'interdictions, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, par exemple, ils n'ont pas le droit de se reproduire. La communication n'est pas évidente parce que c'est comme si c'était des grands insectes et ils sont pas outillés comme nous pour communiquer, ce qui fait que en fait on se comprend pas trop et on voit toute la violence administrative, etc. qui est faite autour d'eux. Où en gros on leur a dit vous allez vivre là. Parce qu'en gros, on n'a pas le choix, on sait pas comment vous renvoyer chez vous. Donc vous allez vous mettre là et vous bougez pas une oreille en gros. Et c'est vraiment enfin, ils subissent de violences et compagnie. On va avoir un petit peu de body horror à un moment. Pas avec un des extraterrestres, mais avec un humain qui va subir une espèce de contamination. Donc ça peut peut-être éventuellement vous gêner. C'est pas énorme. Ça va pas être un truc bien dégueu comme la mouche par exemple. On est un peu sur autre chose. Mais c'est un film qui avait, je trouve, de très beaux messages. Bon, peut-être que vous pouvez le regarder avec des enfants qui sont en quatrième, par exemple. Il y a un petit peu de violence, mais c'est pas non plus. On est sur quelque chose de plus sérieux que le cinquième élément ou Man in Black, où on était plutôt sur de la comédie. Sur District 9, on est plutôt sur du drame. Mais franchement, c'est un film qui est cool. Et je crois qu'il avait remporté pas mal de prix d'ailleurs. Là, je vais essayer d'être brève aussi. Parce que bon, là, du coup, je vais vous parler des films qui font peur. Donc, c'est juste cette franchise-là. C'est Alien, Predator et Prometheus. Je mets tout en même temps parce qu'au final, même si Alien et Predator, je crois bien que ça. Il y a eu Il y a eu plusieurs films, plusieurs séries. Prometheus, c'est quand les deux univers se sont rencontrés. Les aliens, vous avez sûrement déjà vu, ce sont des créatures qui peuvent ressembler vaguement à des insectes et qui ont besoin en fait d'hôtes pour que leur bébé qui est sorti d'un œuf puisse grandir, se nourrir et puisse se transformer en fait. Ils ont plusieurs phases au niveau de leur croissance. Alien, c'est à peu près c'est un extraterrestre qui ne pense qu'à bouffer, détruire. Il saigne de l'acide. Donc c'est vraiment le truc qui est chiant à tuer, grosso modo, et qui est extrêmement agressif. Et qui est vraiment... c'est vraiment le prédateur suprême, quoi. Donc si vous en avez un dans le vaisseau, vous n'avez plus qu'à prier, à peu près. Et il y a vraiment eu plusieurs films qui étaient sympas et je crois que mon préféré c'était le numéro 2 qui se passait sur une espèce de navire, de vaisseau prison avec des prisonniers du coup et c'était de Jean-Pierre Jeunet. Predator, extraterrestre qui chasse, le Predator, qui est difficile à tuer, qui est très fort, qui peut se rendre invisible. C'est une vieille franchise aussi. Et en fait, si vous voulez, les prédateurs, ils avaient cultivé, entre guillemets, les aliens pour s'entraîner pour la chasse. Predator, on est sur une créature qui va ressembler un peu à un militaire ou un chasseur. Il a des armes, il est furtif, il est intelligent, il est très fort. Difficile à crever aussi. Alien et Predator, je trouve que c'est assez efficace. J'ai regardé aussi récemment Alien Earth, qui est une petite série de 5 ou 6 épisodes avec des bébés aliens qui sont presque mignons et que je trouvais assez sympa aussi. Bon après, Alien et Predator, on est quand même sur des choses qui sont relativement sanglantes, visuelles, qui font un peu flipper. Donc, pas regarder le soir quoi, si vous êtes un peu trouillard comme moi. Je vais vous parler une autre franchise où je crois que maintenant il y a 3 qui sont sortis, c'est Avatar de James Cameron.
Avatar, on va être un peu comme dans District 9. On est sur l'être humain qui essaye de coloniser une autre planète. Sauf que là, le truc qui est intéressant, c'est que il est sur une planète où il ne peut pas respirer. C'est ballot. Donc, ce qui veut dire que il a soit besoin de porter un masque en permanence, parce que sinon il peut se promener, si vous voulez, sur cette planète-là. Et l'Avatar, en fait, c'est un espèce de Navi, si je me trompe pas, qui sont des grands extraterrestres bleus qui doivent faire, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres. Euh, et les Navis sont les humains de cette planète qui ont un fonctionnement assez tribal, qui vivent vraiment en harmonie avec la nature, etc. Alors que nous, pas du tout. Nous, on arrive, on défonce tout. Et on a comme ça une opposition entre un homme un militaire, un ancien militaire qui avait été blessé, qui est paraplégique, qui incarne entre guillemets un avatar Navi pour pouvoir aller au contact de la population. Sauf que lui, il a gardé tout son côté très militaire en lui. Il est très agaçant. Et en fait, il va être en quelque sorte accepté par les Navis. Pourquoi? Parce que leur planète, il y a une espèce de déesse dont j'ai oublié le prénom, Ewe. Leur planète va le choisir en fait, va produire un signe qui va désigner au Navi que lui, il a un rôle particulier à jouer. Et je trouvais ça mignon. Il y a un côté, en fait, c'est vraiment des jolis messages. Après, on a quelque chose d'assez répétitif sur les mêmes ennemis qui reviennent. Ils sont increvables, les ennemis, hein. Les ennemis sont humains. On est sur quelque chose qui va être très joli sur un plan, vraiment l'esthétique du film, la végétation, les animaux, etc. C'est très beau. Les messages aussi, la musique, elle est sublime. Je pense qu'on est plus sur un film qui est tout public, qui est vraiment cool là-dessus. Et bon, je regarderai la suite, parce que j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas une fan absolue non plus, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un film qui est super agréable à regarder. Et on a la notion de premier contact, on a la notion de... Mais comme un colon espagnol allait rencontrer un Indien d'Amazonie. Genre, c'est quoi ce truc, quoi? Mais, enfin, ouais, je trouve que c'est quand même plutôt coco, à mes yeux. Je vais vous parler de deux films qui vont avoir le même type d'approche et je vais vous en parler très rapidement parce que je les ai vus il y a trop longtemps, je me souviens plus exactement comment c'était foutu. Mais c'est Contact avec Jodie Foster et Premier Contact avec Amy Adams, si je me trompe pas. On est un peu sur le même truc. Dans Contact, on avait les radiotélescopes, les énormes antennes là, qui sont dans les déserts, qui ont capté un truc régulier. C'est un truc régulier qui revient. C'est comme s'il y avait un petit message, donc quelques notes de musique toujours les mêmes, qui reviennent à intervalles réguliers. Donc là, on n'est pas sur de l'accident, on est vraiment sur du message. Ce qui fait que les humains vont essayer d'envoyer des choses vers ce truc-là, ce qui a émis, et pour essayer de communiquer. Jodie Foster, c'est une nana qui est scientifique, qui est super, qui est super intelligente, etc. Et qui, je crois qu'elle avait perdu assez récemment son père et qu'elle avait du mal à gérer ce deuil. Et on est sur des extraterrestres qui ne vont pas se montrer. Parce que ce qu'ils vont expliquer en fait à Jodie Foster, c'est que elle n'est pas prête, que les humains ne sont pas prêts à les voir parce que ça leur ferait trop peur et donc ils préfèrent ne pas le faire mais juste dire coucou, on est là, on existe. Et je pense que... Alors, c'était un film de mémoire qui est adapté de Contact de Carl Sagan, qui est un scientifique. C'est un bouquin qui est sorti en 1985 et on parle de hard SF. Donc la hard SF, c'est vraiment où les concepts scientifiques sont poussés et que si vous avez un peu oublié les séances en cours de route, vous n'allez pas comprendre et ça a été mon cas. Je sais que j'ai essayé de le lire
Je pense quand j'étais adolescente ou jeune adulte et en fait je comprenais pas. Je vous dis juste le résumé de Contact. Jeune astronome convaincu de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente, Ellie Arroway doit faire face au scepticisme de la communauté scientifique à l'égard du projet Argus, un programme d'écoute spatiale installé au Nouveau-Mexique qu'elle et son équipe tentent par tous les moyens de sauver. Un jour, leurs ordinateurs captent un message rationnel émis non pas depuis la Terre, mais depuis Vega, une étoile située à environ 25 années-lumière. Ellie se lance alors à cœur perdu dans son décryptage pour découvrir qu'il s'agit des plans d'un véhicule censé permettre à des humains de voyager dans l'espace afin de rencontrer les auteurs de ce message. Donc c'est un bouquin qui fait un peu plus de 400 pages et ouais, qui a été adapté en 97. Alors j'ai vraiment pas réussi à le lire, hein. Faudrait que je retente, mais j'ai pas réussi à le lire. Et Premier Contact, on était un petit peu sur la même chose. Donc c'est un film de 2016 avec Amy Adams et je vais juste choper. C'est un film de Denis Villeneuve, Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker notamment. Ah bah c'est une adaptation d'une nouvelle qui s'appelle L'histoire de ta vie, Story of Your Life de Ted Chiang, paru en 98. Le film expose l'apparition inattendue de 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres à différents endroits au monde, stationnés à quelques mètres au-dessus du sol ou de l'océan. Ils sont surnommés coques à cause de leur forme singulière, oblongue et lisse. Louise Banks, experte en linguistique comparée, est recrutée par l'armée américaine pour établir le contact avec les extraterrestres et connaître leurs intentions. Donc là, on essaye de discuter avant de leur balancer la bombe. Elle a pour mission de déchiffrer leur langue que ces entités, ressemblant à des céphalopodes, donc des pieuvres, écrivent à l'aide d'une encre qu'ils propulsent sur une paroi transparente. Ah, je l'avais pas compris comme ça, moi. Pour moi, c'était propulsé dans l'air, ça flottait. Parce que, donc, elle va entrer dans ces fameux vaisseaux, et ces extraterrestres, en fait, ne peuvent pas en sortir. Parce que sans doute une histoire de pression, d'atmosphère, de température, etc. Enfin, ils peuvent pas vivre à l'extérieur. Et dans leur vaisseau, ils ont fait une petite partie qui est accessible aux humains. Et ça ressemble vraiment à des sèches ou des choses comme ça, je sais plus exactement. C'est des trucs immenses, mais avec des grandes tentacules et tout ça, qui flottent plus ou moins dans l'air, dans leur air à eux. Et donc ils propulsent leur encre comme ça pour essayer d'écrire dans l'air, dans leur air, des trucs. Et en fait, la linguiste, là, Louise, elle va essayer de créer un alphabet pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se dit. Et je me souviens plus exactement, mais je trouvais que c'était intéressant parce que là, on n'était pas dans une volonté de leur péter la tronche, quoi. On était plutôt à essayer de comprendre qui ils étaient. Je vais vous parler de Signe. Signe, c'est un film de Shyamalan qui est sorti il y a un petit bout de temps aussi. C'était avec Joaquin Phoenix notamment. Et Signe, ça va être tout un truc autour des crop circles. Parce que Shyamalan, en fait, il va beaucoup partir de légendes urbaines, par exemple, pour construire ses différents films. Et donc Signe, ça part des crop circles, ce sont les grands dessins qui sont faits dans des champs de maïs ou des champs de blé, etc., qui sont tressés d'une manière en fait à créer des cercles, par exemple, ou des figures géométriques. Et en général, on peut en avoir des super jolies vues d'en haut. Mais je pense que ça défonce un peu le champ quand même, donc l'agriculteur doit pas être très content. Mais grosso modo, c'est des gens qui font ça avec un piquet et une ficelle. Avec 2 piquets et une ficelle, je crois. Et là, Signe, en fait, on est sur une famille qui est un peu isolée. On est toute une histoire sur le deuil aussi, qui est très jolie. Le deuil et la perte de foi. Ah, rien que de m'en souvenir, j'ai des frissons. J'ai beaucoup aimé ce film-là. J'aime beaucoup les films de Shyamalan en général. Et on a un pasteur dont la femme est morte dans un accident de la route. Il a pu assister à ses derniers instants. Elle a pu donc lui dire ses derniers mots, qui étaient un petit peu bizarres vu le contexte. Donc on peut dire que peut-être que le manque d'oxygène, etc., enfin le cerveau qui s'éteint fait que
ça ne fonctionne plus très bien là-haut, etc. Mais ces derniers mots sont assez cryptiques. On se retrouve quelques temps plus tard. Alors, il me semble que ce monsieur-là, il a une fille, un ou deux enfants, plutôt petits, plutôt en primaire. Et il a son frère aussi. Donc, son frère, c'est un ancien joueur de baseball qui aurait pu faire carrière. Alors, peut-être que le frère n'a pas fait carrière parce que il veut s'occuper du pasteur, en gros, qui a perdu la foi et qui est malheureux comme pas possible, qui n'arrive pas à faire son deuil parce que, bah oui, sa femme est morte dans un accident de la route et que c'est dégueulasse. Et, et en fait, il y a ces fameux crop circles qui vont apparaître et il va commencer à y avoir des trucs dans les journaux disant il y a des vaisseaux dans le ciel, restez chez vous. Je crois qu'il y avait une histoire de confinement comme ça. En tout cas, ils se confinent et ils sont flippés parce qu'ils savent pas ce que c'est. Alors on a une apparition, on va avoir quelques petites apparitions un peu de loin pour faire peur. En gros, c'est des figures un peu anthropomorphes, hein, une tête, deux bras, deux jambes, un corps filiforme, très long, très fin, une sauterelle quoi. Euh, mais oui, ça ressemble un peu à un monstre quoi. Quand ces fameux E.T. qui sont quand même hostiles essayent de rentrer, ça fait vraiment les monstres qui essayent de rentrer dans la maison, essayent de rentrer chez ce monsieur-là, s'attaquer à sa famille. Donc on est vraiment sur des extraterrestres qui sont hostiles et toute l'histoire autour est vraiment plutôt jolie. Et moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Je sais pas si je l'aimerais toujours autant à le regarder de nouveau. Et je voulais vous parler d'une autre franchise qui s'appelle Sans un bruit. Il y a eu pour le moment deux films. Ce sont des films qui sont récents. Euh, et c'est... Alors, pour la petite anecdote, sans un bruit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas un seul bruit de tout le film. Il n'y a pas de musique. Euh, les gens communiquent pas ou communiquent par langue des signes. Pourquoi? Parce que les fameux extraterrestres qui ont débarqué sont hyper hostiles et ils réagissent au moindre bruit. C'est-à-dire que tu fais tomber un verre, il y en a peut-être un qui a 50 bornes qui va venir courir jusque chez toi pour te buter. Ils sont très sensibles au bruit parce qu'ils ont des appareils, des oreilles qui sont très puissantes, je pense, ils les entendent très bien, quoi. Et le bruit, ça veut dire qu'il y a une proie ou il y a un danger, etc. Au final, on sait pas du tout. On sait juste que si tu fais du bruit, tu vas mourir. Et ma foi, moi je trouvais que c'est un film qui fonctionne quand même plutôt bien. C'est un film qui fait peur. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va jouer sur l'angoisse et tout ça. Et, et bon, pour la petite blague, en fait, c'est que je savais pas, quand ce film-là est sorti, j'ai été le voir au cinéma avec mon copain et une de mes sœurs. Et comme souvent, quand je vais au cinoche, j'avais pris un paquet de popcorn. Sauf que, il n'y a pas de bruit dans ce putain de film. Donc, tu peux pas les bouffer, tes popcorn. Donc voilà, c'était la frustration. Mais c'est un film qui est vraiment chouette. Et le deuxième, ça va parler du jour où c'est arrivé et aussi comment la petite famille qu'on suivait dans le premier film a continué à survivre. Parce que dans le premier film, la maman, elle a déjà 3 enfants, elle a 2 ados, elle a une fille qui est sourde muette, l'actrice est sourde muette d'ailleurs, elle a un petit garçon qui a les 4 ans, 5 ans, et elle est enceinte. Autant vous dire que accoucher, je pense que c'est pas très silencieux, et un nourrisson, je pense que c'est pas très silencieux non plus. Et dans un univers où si tu pètes, tu te fais décapiter, c'est un petit peu ballot. Mais sans un bruit, je trouvais que c'était quand même plutôt efficace. Il y a une série Cloverfield. C'est une série de 3 films. Avec la même production, etc. On est sur des films science-fiction, thriller, horreur, catastrophe. Il y a Cloverfield qui est sorti en 2008,
10 Cloverfield Lane, donc une adresse qui est sortie en 2016, et The Cloverfield Paradox qui est sorti en 2018. Sur ces 3 films, c'est le deuxième qui m'a... je les ai tous vus. Je me souviens plus exactement du premier et du troisième, mais le deuxième, il m'avait quand même bien... il m'avait bien marqué. C'est que ça démarre comme un thriller, mais qu'on va basculer dans la SF quelque part. Ils en parlent sur Wikipédia comme de la science-fiction post-apocalyptique. Je vais être obligée de vous spoiler un peu parce que, en fait, rien que la présence de ce film-là dans cette vidéo, ça veut dire qu'il y a des extraterrestres. Je vous dis le truc. Après un accident de voiture, Michel se réveille enchaîné dans un bunker souterrain avec 2 hommes, Howard et Emmett. Howard lui affirme qu'il leur a sauvé la vie à elle et à Emmett d'une catastrophe à échelle mondiale et que la planète est inhabitable. Ayant du mal à le croire, Michel décide de s'enfuir par tous les moyens. Donc, je crois qu'on voyait d'ailleurs ce mec provoquer un accident de la route, enlever la nana, l'enfermer dans la cave. Et au début, elle et l'autre gars qui est enchaîné, c'est Emmett, il y a 2 prisonniers et un ravisseur. Vous vous dites, ils sont tombés sur le tordu du coin, en fait, qui va les buter. Et surtout que tout le discours autour de oula, la catastrophe qui va arriver, etc. Mais en fait, le mec, je sais plus comment exactement, il savait qu'il allait y avoir une invasion extraterrestre. Sauf qu'il le dit à ses prisonniers. Ses prisonniers, évidemment, réalistes. Ben, ça va pas quand même. Mais si, ça arrive. Donc vous voyez, on part sur un espèce de thriller bizarre, une histoire d'enlèvement, où on bascule sur une invasion extraterrestre. Et c'est hyper intéressant à regarder. En fait, vous savez pas, vous êtes perdu, parce que je pense qu'on a un peu l'habitude à... On a un peu l'habitude à concevoir une histoire comme appartenant à un genre, et que ce genre ne peut pas bouger au cours de l'histoire, ou ce genre ne peut pas... se mélanger à des genres qui sont opposés. Parce que vous allez vous dire, un thriller avec des extraterrestres, quoi qu'est-ce? Qu'est-ce donc? Et c'est hyper bien foutu. J'ai vraiment le souvenir que c'était un très très bon film. C'est avec John Goodman d'ailleurs. Voilà, on finit vraiment sur une invasion extraterrestre où c'est des grands trucs, des grands vaisseaux, tout ça qui, c'est un peu flippant, etc. C'est un très bon film hein, si vous voulez tester. On est sur une atmosphère d'angoisse parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et c'est hyper intéressant. Je vais vous parler d'une série. Alors, c'est une série que j'ai pas dû la regarder en entier parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond ou ça commence un peu à basculer vers de la fantasy, mais je vais vous en parler. C'est une série qui doit compter 5 saisons, il me semble, qui s'appelle Falling Skies. Et c'est avec notre John Carter national de Urgence. Le pitch de débarrage, il est excellent. Je vous raconte vite fait. Le synopsis, c'est 6 mois après l'invasion de la Terre par les Espéni, je ne sais plus comment ça se dit, des extraterrestres, un groupe de résidents, la 2e division, donc c'est 2e Massachusetts, c'est pas facile à dire, s'organise pour combattre les envahisseurs avec à sa tête le colonel Weaver, secondé par Tom Mason, un ancien professeur d'histoire à l'université de Boston, à la recherche de son fils. Dans cet univers, le truc qui est intéressant, c'est que on est clairement sur un genre de post-apo. Production Steven Spielberg, je viens de le voir. Donc c'est Noah Wyle. On est sur un post-apo. Les extraterrestres ont colonisé la Terre et les humains sont en train de perdre. Parce que sur un plan technologique, on est largué. On est plus ou moins... C'est un truc qui pourrait se passer aujourd'hui, si vous voulez. On n'est pas dans un futur, etc. Ça ressemble au monde d'aujourd'hui, mais avec des extraterrestres. Et les extraterrestres, au tout début, parce que je crois bien qu'il y a au moins 2 espèces là-dedans. 2 ou 3, je ne sais plus exactement. Il y a au moins 2 ou 3. Il y a une espèce extraterrestre qui ressemble un peu à un espèce de tronc, si vous voulez, avec plein de pattes. On va dire une figure un peu anthropomorphique, mais sur un corps d'araignée. Ces extraterrestres-là sont... Au début, les gens savent pas ce qu'ils sont. Et le truc qui est un peu flippant, c'est qu'ils ont tendance à buter les adultes et ils volent les enfants.
Et les gens savent pas au début ce qu'ils font des gamins. Donc il y a des gamins qui disparaissent. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que ces fameux gamins qui ont disparu, ils ont ces fameux extraterrestres en fait qui ressemblent un peu à des araignées qui s'en occupent, qui sont des nourrices, qui s'en occupent. Et ils ont, je me souviens, une espèce de truc le long de leur colonne vertébrale, comme un espèce de parasite pour les manipuler, si vous voulez. Ça fait un peu un espèce exosquelette qui est juste le long de leur colonne vertébrale, depuis le bas de la nuque, et qui c'est pour les contrôler. Et ils acquièrent en fait, ces gamins-là, une espèce de conscience collective avec tous les autres enfants qui ont le même appareil. Euh, et ce qui fait qu'il y a plein de parents qui sont super inquiets parce qu'ils savent pas où sont leurs gosses. Et quand ils les récupèrent, ils savent pas comment les soigner, comment leur enlever tout ça et compagnie. On va se rendre compte aussi que il n'y a pas que ces fameux extraterrestres là qui peuvent être des nounous, mais qui sont aussi des soldats. Il y en a d'autres qui sont, je crois qu'ils les appelaient les têtes de poisson, je sais plus quoi. Ils sont très grands, ils sont tout fins et ils sont blancs. Enfin, ça fait un peu le ventre d'un poisson, si vous voulez, au niveau de la couleur. Et eux, ils manipulent en fait, ils ont réduit en esclavage les nounous et les soldats. Les insectes, enfin les extraterrestres qui ont un peu un physique d'araignée. Sur un tronc, enfin un tronc avec des bras et une tête, mais en bas ça fait comme une araignée. Et je crois bien qu'à un moment, au cours de l'histoire, je crois bien qu'il y a eu une espèce d'alliance entre les humains et une autre race extraterrestre qui était en guerre contre les méchants. Et le truc qui était super intéressant, c'est que le professeur d'histoire, là, Tom Mason, il seconde le colonel Weaver, c'est un militaire. Tom Mason, en fait, c'est un spécialiste de l'histoire américaine, il me semble. Il a deux fils. Son deuxième a été enlevé. Et le grand, il n'a pas été pris parce qu'il était trop vieux. Et à un moment, j'ai l'impression qu'il y avait un peu des inspirations autour de V, si vous vous souvenez de la série télé. Je parle pas de la récente que j'ai pas vue, mais de l'ancienne, là, les extraterrestres un peu reptiliens, où il y avait une espèce de métissage un peu entre ces extraterrestres-là et les humains. Ça faisait des trucs un peu bizarres. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a un peu basculé dans un truc un peu fantasy, tout ça, ça faisait un peu bizarre. Mais globalement, on est quand même sur une série qui est très très sympa. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on est sur des survivants qui doivent se cacher, qui subissent des attaques. Donc on est sur vraiment sur un espèce de post-apo. Les gens essayent de survivre, donc ils sont jamais vraiment au repos, quoi. Ils sont tout le temps à essayer de faire attention à ce qui se passe, etc. Ça, c'est vachement intéressant. Je la, Ça faisait presque un espèce de Walking Dead, mais avec des extraterrestres et qui sont intelligents, parce que les zombies sont pas du tout intelligents dans Walking Dead. Je vais vous parler rapidement de Stargate. Stargate, il y a trois séries. Il y a Stargate tout court, Stargate Atlantis et Stargate Universe. J'ai pas vu ou à peine commencé Stargate Universe. J'ai dû voir les deux autres, peut-être en entier, mais c'est des séries qui étaient longues. Le truc qui est super intéressant, c'est que dans Stargate, et ce qui ouvre un peu les autres choses, ils ont trouvé une ou plusieurs portes des étoiles. C'est un espèce de portail en fait qui permet de communiquer quand on écrit les bonnes coordonnées, envoyer des gens sur d'autres planètes où il y a cette fameuse porte aussi. On va se rendre compte assez rapidement que les extraterrestres qui sont hostiles sont des Goa'uld, c'était les dieux égyptiens plus ou moins. Ça va mélanger un peu extraterrestres, divinités, divers panthéons. Il y avait le panthéon égyptien, le panthéon nordique, qui en gros, ils avaient quasiment un côté divin auprès des hommes, parce que c'était des hommes de l'Antiquité qui se demandaient en fait ce que c'était, quoi, ces trucs-là. Les Goa'uld, ce sont des créatures qui ont un symbiote à l'intérieur d'eux,
Et c'est ce symbiote-là qui a besoin d'un hôte pour vivre, se reproduire, s'occuper de lui, etc. Ils réduisent en esclavage d'autres créatures qui ont également des symbiotes et qui, je crois, ne peuvent pas se révolter. Je sais plus pour quelle raison exactement. Je pense que il y avait une histoire, pas que de manipulation, mais il y avait une autre histoire. Je me souviens plus exactement, ça remonte, hein. Mais c'est une vieille série qui est vraiment très cool. Et on était sur d'autres types d'ennemis dans Atlantis et Universe. Euh, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que en fait c'est très dur à résumer puis ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Je vais vous parler très rapidement aussi d'X-Files, une série télé qui doit dater des années 90-2000, qui a duré plein de saisons, je pense une bonne dizaine. Donc c'était Fox Mulder et Dana Scully. Ce sont deux agents du FBI qui s'occupent, eux, des affaires inexpliquées parce que inexplicables. Et le truc qui est intéressant dans ce type de série, c'est qu'à la fois on pouvait avoir une enquête par épisode, genre la résolution d'une disparition bizarre, mais à la fois aussi on avait un fil rouge sur Fox Mulder quand il était enfant. Sa sœur, pardon, sa petite sœur, a été enlevée par des extraterrestres sous ses yeux. Les gens se sont toujours dit que c'était du flan, qu'il avait rêvé, qu'il s'était passé autre chose, qu'il avait été traumatisé, etc. Sauf que lui, il a bien vu qu'il y a eu une lumière qui est arrivée, sa sœur qui s'est peut-être envolée ou quelqu'un qui l'a pris, je sais plus exactement. Et on a ce fil rouge là. On va se rendre compte aussi que donc lui, il fait partie du FBI, une section spéciale du FBI, mais il y a d'autres services secrets qui, eux, savent que les extraterrestres existent, qui communiquent plus ou moins avec eux, et je crois qu'on est sur des extraterrestres qui vont... On est un peu sur le côté zoo humain, où en gros, ils font partie... ils sont parmi nous, ils revêtent notre apparence, et ils sont hostiles. Mais ils sont pas si nombreux que ça. Et donc, faut garder le secret pour pas affoler la, la population, etc. C'est franchement une très bonne série. Je sais pas... au revisionnage, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais c'est quand même plutôt cool. Je vais vous parler du seul bouquin. Ça va être très rapide parce que ça remonte à longtemps. Stephanie Meyer, c'est l'autrice de Twilight, Vampire. Et elle a écrit aussi un one-shot qui s'appelle Les âmes vagabondes. Les âmes vagabondes, on va être un peu... On est sur la Terre, il y a des extraterrestres euh, qui ont colonisé en fait la Terre, qui parasitent les humains. Et en fait, les humains n'ont que très peu de moyens de savoir si la personne qui parle en face d'eux est humaine ou est parasitée. Et en fait, ces extraterrestres n'ont pas le choix que de parasiter parce que c'est leur mode de fonctionnement. Vous ne pouvez pas demander à une puce de faire autre chose que d'être une puce. Donc ces extraterrestres-là, ils ont besoin d'un d'hôtes pour vivre et pour survivre, etc. Le roman traite d'une race extraterrestre, les âmes, qui prend le contrôle de la Terre et de ses habitants. Il aborde en particulier les aventures d'une âme dont l'esprit de son hôte humain refuse de coopérer et de la laisser prendre le contrôle. Et ouais, donc c'est Vagabonde en fait qui a une hôtesse qui n'est pas très... qui veut la dégager. Et peut-être que cette femme, la Mélanie, va le voir un peu composer avec la chose qui squatte son cerveau pour qu'elles survivent toutes les deux. Et j'avais trouvé que c'était plutôt bien foutu, c'était vraiment un truc qui était sympa. Projet Dernière Chance qui est sorti il y a quelques semaines, peut-être au mois de mars, je sais plus. Très mignon. C'est un film que je conseille à tout le monde, au monde entier. Regardez ce film, ça va vous faire du bien. C'est pas remboursé par la Sécu, mais ça vous fera du bien. Euh, Même chose, on est sur un... Il y a un truc qui bouffe le soleil. Le soleil risque de mourir. Si le soleil meurt, la Terre meurt. Donc les gens meurent. Il y a mon chat qui est épuisé derrière. Et
Il y a des scientifiques qui vont aller choper un prof de sciences qui avait fait une super thèse sur le soleil et je sais plus quoi exactement. Et ils vont aller le chercher parce qu'ils ont besoin de lui pour comprendre en fait qu'est-ce qui mange le soleil et étudier un truc parce qu'ils ont repéré que ce qui mange le soleil, ça part jusqu'à Mercure ou je sais plus quoi. Donc il y a toute une ligne de ces trucs-là qui viennent de Mercure et qui vont bouffer le soleil. Et donc ils ont besoin de comprendre comment ça marche pour l'arrêter. Parce que bah, sinon, tout le monde va crever. Dans 30 ans. C'était ça à peu près. Donc il va filer un coup de main. Il y a d'autres scientifiques qui sont là. Il y a les gens qui se préparent pour partir étudier la chose en réel, en gros, partir en voyage quoi, sur la navette spatiale. Sauf que pas de bol. À un moment, ils se sont plantés dans les calculs et parce que le truc qui bouffe le soleil, il y a vraiment une espèce de parasite en fait qui bouffe le soleil et ils ont compris que du côté de Mercure, il y a un truc qui se passe avec. Donc faut qu'ils aillent vers Mercure, vers une planète. Je sais plus si c'est Mercure. Et les scientifiques en fait qui devaient partir sur cette fameuse navette, pas de bol. Mauvais calcul, boum, ils sont morts. Le bâtiment dans lequel ils étaient a explosé parce qu'ils se sont plantés dans des calculs en manipulant le parasite qui peut être à la fois un carburant et qui est en train de bouffer leur soleil. Donc, le prof, on lui dit, bah, ça serait bien que tu ailles dans la navette quand même, parce que bah, on n'a plus de scientifiques de rechange, là, c'est un peu la merde. Donc lui, il dit non. Et les scientifiques disent, bah si, tu vas y aller. Donc il a un peu pas trop le choix. La scène est assez rigolote d'ailleurs parce qu'il panique. Et il va partir en fait en fait, il, il est drogué puis on le fout on fout dans la navette et on appuie sur le bouton puis il y va quoi. Donc c'est vraiment un truc de bâtard. Sauf que quand il se réveille, il s'est passé plusieurs semaines et les personnes avec qui il était censé voyager, enfin les personnes avec qui il voyageait, sont dans leur caisson, sèches. Ils sont morts depuis quelque temps. Donc il se retrouve tout seul, il comprend pas ce qu'il fout là, il a perdu la mémoire. Euh, il y a une IA, mais enfin, il essaye déjà de capter qu'est-ce qu'il fout là et de retrouver en fait la mémoire pour pouvoir éventuellement retourner chez lui. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à revenir, il fait des calculs, il réfléchit, il est tout seul, il devient un peu dingue. Et il va trouver l'endroit où il y avait un truc bizarre qui se passait avec ces fameux parasites, qui, je crois, se reproduisaient à cet endroit-là, sauf que il y a un truc qui les tue. Et ça, c'est le bon plan de savoir que ce truc-là, il y a un truc qui les tue. Parce que on peut se débarrasser d'eux. Et là, il se rend compte que, ah bah dis donc, il y a un autre vaisseau. Et l'autre vaisseau, en fait, va communiquer avec lui. C'est assez drôle, en fait. Euh, il se rend compte que c'est pas hostile. Il y a une espèce de pont qui se crée entre les deux vaisseaux. Il y va et il rencontre Rocky. Rocky, c'est un espèce d'extraterrestre qui ressemble à un caillou, mais en forme d'araignée, mais qui a que 5 pattes. Et c'était plus ou moins un mécano. Et lui aussi, il est tout seul. Parce que bah, tous ses copains, ils sont morts. Et ils vont devenir super potes, ils vont réfléchir tous les deux. C'est tellement trop mignon. Notre scientifique, là, le prof, il a tout goupillé un espèce de dictionnaire pour pouvoir communiquer avec Rocky, qui communique par des sons, mais c'est pas des trucs qui sont articulés, ça fait comme un clavier un peu qui va. Il chante en gros, et comme ça, ils vont réussir à communiquer ensemble. Et c'est vraiment le truc qui est super feel good, c'est tout mignon. On est sur l'amitié à fond les ballons et dans un contexte quand même qui est un peu tristou de on va peut-être tous crever. Mais c'est vraiment super chouette. Donc vous voyez, beaucoup de films et de séries télé que j'ai vus sur les extraterrestres. J'aime bien quand c'est hostile, j'aime bien quand c'est tout
quand c'est tout de vous aussi. Je pense que je manque clairement de culture littéraire sur le sujet. Donc si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez pas à me les communiquer. Et si vous avez des conseils aussi de films ou de séries télé, je veux bien aussi. Parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien regarder des choses qui font peur, ou des choses qui font réfléchir, ou des choses qui font les deux en même temps. Mais en fait, j'aime bien le fait que l'humain peut être hostile, comme dans District 9. Les extraterrestres peuvent être hostiles, comme dans plein d'autres films là-dedans. Les... Il y a tellement, tellement d'interprétations possibles de cette thématique, en fait. Je trouve que c'est hyper riche. Et ouais, ça me botte bien, ma foi. Je trouve que c'est cool comme thématique. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de lecture ou de visionnage, il n'y a pas de souci, je regarderai avec un grand plaisir. Et j'espère que cette vidéo un petit peu longue ne vous a pas rebuté. Je vous souhaite un très bon mercredi, à tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!